Alors bonjour à tous, bonne année et puis merci aux courageux qui ont marché sous la neige pour venir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la méthode polynomiale. On en avait déjà largement parlé la dernière fois, mais on va, je pense, terminer ce qui reste à faire. Alors quand je veux parler de la méthode polynomiale, donc c'est pour démontrer la convergence spectrale forte pour les graphes aléatoires réguliers. Alors D, j'ai toujours ma notation. Que D, c'est le nombre de. On considère des graphes où tous les sommets ont le même nombre de voisins appelés D, aussi notés Q plus 1. Et alors, je vais me baser sur l'article qui est sorti l'année dernière. C'est Chen, Garza Vargas, Trop et Van Humboldt. Alors, entre parenthèses, au colloque là, de la fin du mois, Van Humboldt viendra et nous racontera sa manière à lui de raconter le résultat. Ça, c'est un article qui est sorti, qui a été en 2024. Et dans l'article, les détails sont faits pour le modèle de revêtement aléatoire. Non, pardon, pour le modèle de permutation. Donc le modèle où on tire au hasard des permutations de manière indépendante. On se sert de ces permutations pour relier les sommets entre eux et ça donne un graphe du coup 2D régulier. Là dans le cours, comme depuis le début, je fais avec le modèle de configuration, je vais continuer avec ce modèle. Et puis, quand j'évoquerai cet article, je l'abrégerai. Quand je citerai dans l'exposé cet article, j'abrégerai avec les initiales des auteurs. Alors, je vais reprendre ce qu'on avait fait pendant les dernières séances. Donc, on avait une suite de graphes aléatoires tirés selon le modèle de configuration. Grand N, c'est le nombre de sommets. Et on utilisait la méthode des traces, c'est-à-dire qu'il faut évaluer des espérances de traces de certaines fonctions de la matrice d'adjacence. Et pour faire ça, on utilisait une fonction test. Qui est une fonction de Z dans C et qui est paire. Et dans la méthode de Friedman, en fait, non, je vais plutôt déjà écrire. Donc, on se dirait sa transformée de Fourier, phi chapeau de S, qui est la somme pour L dans Z de phi de L, Q puissance ILS, où Q, c'est le paramètre qui décrit la valence des graphes. Autrement dit, ça, c'est phi de 0
plus somme pour petit L égale 1 à grand L de phi L, phi de L, Q puissance I LS plus Q puissance moins I LS. Et la dernière fois, on avait dit que ça revenait... Donc, quand je l'écris comme ça veut dire que je vais plutôt m'intéresser à la trace de la matrice de Hashimoto, mais on peut... Ce qui est un peu particulier au graphe régulier, c'est qu'il y a un lien explicite entre le spectre de la matrice de Hashimoto et le spectre de la matrice d'adjacence. Donc, si je veux, en fait, dans la méthode polynomiale, on veut rester, si possible, à travailler avec des opérateurs auto-adjoints. Donc, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait fait pendant les séances précédentes, on va plutôt tout exprimer en fonction de la matrice d'adjacence. Dans la méthode de Friedman, on regarde plutôt la matrice de Hashimoto parce que ça simplifie un petit peu la description des chemins. Mais dans la méthode polynomiale, c'est plutôt mieux de revenir à la matrice d'adjacence pour garder en tête le fait qu'on a un opérateur auto-adjoint. Donc aujourd'hui, cette quantité-là, je vais plutôt l'écrire donc phi L. Et là, je vais faire apparaître des polynômes de Tchebychev. Alors, il faut se souvenir qu'on avait introduit un changement de paramètre spectral. Un lambda de S, c'est Q puissance 1,5 plus IS plus Q puissance 1,5 moins IS. Et puis, si je veux faire apparaître des polynômes de Tchebychev, du coup, c'est en tout cas, la dernière fois, on avait fait le choix, je ne sais pas si c'est le plus judicieux, mais c'est un choix assez naturel, en fait, de tout rediviser par racine de Q. Donc ça va être... Et ici, on voit ce qu'on fait apparaître, c'est les polynômes de Tchebychev que je définis en disant que TL de 2 cos x, de 2 cos θ, égale 2 cos L θ. Autrement dit, TL de T plus 1 sur T, c'est T puissance L plus 1 sur T à la puissance L. Autrement dit, cette fonction de S, si je veux phi chapeau de S, si je veux la voir comme une fonction de lambda, c'est rien d'autre qu'un polynôme. C'est un polynôme en lambda. De degré grand L. Et les phi de L ici, c'est rien d'autre que les coefficients de ce polynôme dans la base des polynômes de Tchebychev. Alors, dans la méthode de Friedman, on se focalise plutôt sur la fonction test phi, alors que dans la méthode polynomiale, on exprime plutôt tout en fonction du polynôme p. C'est vraiment, on essaye de tout contrôler en termes du polynôme p. Donc Et ce qu'on avait vu, c'est l'existence de développement asymptotique. Donc si j'ai écrit la dernière fois, on l'avait plutôt écrit en termes de la fonction phi, mais là je vais l'écrire en termes du polynôme p. C'est que l'espérance
de la trace de P de la matrice d'adjacence sur racine de Q. Donc A, c'est maintenant j'écris tout maintenant avec la matrice d'adjacence. Donc ça, on a fait tous les calculs dans le cours avec le modèle de configuration. On avait vu qu'il y a un premier terme. Alors là, comme j'ai renormalisé la matrice d'adjacence avec racine de Q, le premier terme, c'est une intégrale de moins 2 à 2. Donc il y a un premier terme qui est la mesure de Keston-McKay. On l'avait défini par ses coefficients de Fourier. Et je ne vais peut-être pas réécrire l'expression, mais c'est une mesure qui est absolument continue par rapport à Lebesgue. Et puis elle a une densité qui dépend du degré. Donc ça, c'est un premier terme. Et puis après, je peux faire un développement à n'importe quel ordre en puissance inverse de n. Et alors, comment je vais l'écrire comme ça. Donc j'ai une certaine forme linéaire. Le coefficient à l'ordre R, c'est une certaine forme linéaire en P. Et puis il y a un reste qui est lui aussi une certaine forme linéaire. Alors, petite remarque, c'est que ici, j'ai tout écrit avec la trace habituelle, hein, comme dans les articles de Joel Friedman ou comme dans les articles aussi de Pouder et Maggi. Dans l'article de Chen, Garza-Varga, Trop et Van Handel, ils utilisent la trace normalisée, on divise par n, ce qui fait, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu les articles, mais quand je divise la trace par n, ça décale tous les indices de 1 dans le développement illimité, ce qui fait que si vous vous amusez à comparer mes notations avec les leurs, il y a toujours un décalage de 1 dans l'indexation des MUR. Si à un moment vous lisez les articles, dans cet article-là, on utilise la trace normalisée, qui est en général notée trace indice n. Donc si j'écris, je vais quand même l'écrire, si j'écris les choses avec la trace normalisée, tout est décalé de 1, donc j'ai le terme, pour eux, ça c'est le terme d'ordre 0. Et puis après, voilà, tout est... Il y a un décalage de 1 dans tous les indices. Bon, je vais essayer de m'en tenir à cette notation-là, sans diviser par n. On va voir jusqu'où. Il y aura, je pense, un moment où ça sera quand même plus pratique de normaliser la trace, mais on verra à quel moment on le fait. Et pour l'instant, donc on a déjà pas mal d'informations sur ces formes linéaires.
Donc ce qu'on a vu, c'est que mu R, elle peut elle-même se décomposer en deux morceaux. Il y a un morceau qu'on avait appelé delta R de P, et puis un morceau qu'on avait appelé mu R de P. Alors delta R de P, ça c'est la décomposition qu'on avait obtenue quand on avait montré que les coefficients, quand on avait raisonné en termes de la fonction phi, on avait montré que les coefficients c'était des fonctions de Ramanujan. Quand je réexprime tout avec le polynôme P, ça donne la chose suivante. Donc le delta R de P, ça va s'écrire somme. Donc j'écris quand même tout en termes de la fonction phi, mais maintenant les phi, je les vois vraiment comme les coefficients de P dans la base des polynômes de Chebyshev. Voilà, donc le delta R, il avait une forme comme ça, et peut-être pour qu'on voit mieux, je vais rajouter Q puissance moins L sur 2, quitte à le soustraire de nu R. Je modifie le delta R de la dernière fois en rajoutant ce terme-là, mais ça veut juste dire que je vais le soustraire dans celui-là. Comme ici j'ai des exponentielles décroissantes, ça ne change pas foncièrement ce que je vais dire sur nu R. Et puis PR, c'est un polynôme. Alors la dernière fois, j'avais dit de degré 2R, je pense que ce n'est pas tout à fait correct. Je pense que c'est un polynôme de degré 4R. J'avais dit 2R parce que pour ceux qui ont en tête la méthode, on avait fait des développements limités de certaines fonctions et on avait dit que les coefficients étaient des polynômes de degré 2R. Donc c'était pour ça que j'avais dit 2R la dernière fois. Mais après, comme on fait il y a ce lemme de convolution qu'on a utilisé. Et en fait, quand on fait la convolution de deux polynômes, le degré, ce n'est pas la somme des degrés. On perd 1 à chaque fois. Donc là où je m'étais trompée la dernière fois en évaluant les degrés, c'est que si je prends un polynôme de degré m et un polynôme de degré n, si je fais la convolution, ça fait un polynôme de degré n plus 1. n plus m plus 1. Et du coup, en faisant un petit peu attention, je pense qu'on peut dire que PR, il est de degré plus petit que 4R. Bon, de toute façon, ces degrés n'ont pas une importance énorme, sauf si on veut... ces degrés n'ont un intérêt que si on veut vraiment des versions très très raffinées de l'énoncé final. Donc si je dis ça comme ça veut dire que delta R, c'est une combinaison linéaire de la masse de Dirac en la valeur propre triviale Alors, je vais peut-être lui donner un nom parce que, comme j'ai renormalisé le spectre par racine de Q, du coup, la valeur propre triviale, elle se retrouve en Q plus 1 sur racine de Q. Autrement dit, racine de Q plus 1 sur racine de Q. Donc, cette quantité-là, je vais l'appeler X étoile, peut-être. Donc, X étoile, c'est la valeur propre triviale, mais juste en tenant compte de la renormalisation que j'ai fait ici. Donc ce delta R, en fait, écrit comme ça, un petit exercice de montrer que c'est masse de Dirac en X étoile, en la valeur propre triviale, et c'est dérivé jusqu'à l'ordre au plus 4R. Donc les dérivés de la masse de Dirac jusqu'à l'ordre. Donc en particulier, le support de delta R,
c'est le singleton donné par la valeur propre triviale. Et puis mu r, qu'est-ce qu'on avait obtenu sur nu r? Alors on avait vu qu'il y a, pour des valeurs de r suffisamment petites, donc il y a une valeur critique qui est racine de q moins 1 sur 2, pour laquelle on peut dire que nu r de p donc si je la développe toujours en termes des phi-L, c'est somme des phi-L fois certains coefficients. Et tant qu'on est en dessous de cette valeur critique, on peut dire que les coefficients ici sont plus petits. Ils croissent polynomialement. C'est ça qui est important. Là, encore une fois, donc je crois que la puissance qu'on peut obtenir, c'est peut-être 4R plus 1. Mais la puissance n'a pas énormément d'importance, sauf si on veut aller très loin dans les raffinements. Mais ce qui est important, c'est que là, on a des coefficients qui croissent polynomialement. Et ça implique que nu r est une distribution. Donc au départ, c'est défini sur les polynômes, mais en fait, c'est une distribution d'ordre plus peut-être 4R. Ou peut-être ici, c'est 4R, et du coup, c'est une distribution d'ordre plus 4R plus 1. Et puis, il y a encore toute une série d'indices, il y a tout un intervalle au-dessus de la valeur critique pour lequel on peut encore dire des choses sur les coefficients de RC. Donc, sur les coefficients de nu. Donc, si on est au-dessus de la valeur critique et jusqu'à Q sur 2 moins 1, ça veut dire que le 2R plus 1 plus petit que Q. On a toujours une écriture comme ça, mais cette fois-ci, les coefficients, a priori, par la méthode de Friedman, on peut simplement dire que les coefficients ils croissent exponentiellement vite. Donc là maintenant, quand on a dépassé la valeur critique, ça c'est quelque chose qui croît exponentiellement vite en L. Donc pour l'instant, on peut pas dire que les nu-R sont des distributions dans cet intervalle-là de valeur de petit r. Et puis, quand on dépasse Q sur 2 moins 1, alors c'est peut-être une inégalité stricte ici. Une fois qu'on a dépassé cette valeur, la seule chose qu'on puisse dire, là c'est pareil, on atteint un espèce de seuil, c'est que les coefficients, ils croissent au plus exponentiellement vite et on va obtenir une croissance en Q puissance L sur 2. Et la même chose pour le reste, en fait. Le reste, donc je pense que le reste, pour l'instant, vu ce qu'on a fait, quelles que soient les valeurs de R, on va juste pouvoir le majorer par une croissance exponentielle. Donc c'est pareil, le reste c'est une forme linéaire avec peut-être des coefficients que je vais appeler D. Et les coefficients, on peut juste les majorer par une exponentielle.
Donc ça, c'est un peu ce qu'on sait à ce stade. Et peut-être, premier théorème que je vais énoncer, si on s'intéresse à la convergence forte, l'apport du nouvel article, là, de la méthode polynomiale, c'est de montrer, en fait, si on veut juste la convergence forte, il suffit d'avoir de l'information sur le reste pour R égale 0, grand R égale 0. Donc je vais isoler ce cas-là parce que c'est le cas qui est suffisant pour la convergence forte et le reste, ça sera des bonus. Donc, pour la convergence forte, il suffit de s'arrêter c'est avec mon indexation à moi hein, du développement. Il suffit de faire les choses pour le grand R égale 0. Et il faut l'information suivante, que le reste... En fait, ce qu'on va montrer, c'est une distribution. Cette information-là sur la croissance exponentielle des coefficients, ça ne permet pas de savoir que c'est une distribution. Et ce qu'on va montrer, c'est que... Et c'est ça le... Alors, c'est que le reste, c'est une distribution. En fait, c'est-à-dire qu'on va montrer qu'il y a une borne. Alors ici, j'énonce que pour R égale 0. Dire que c'est une distribution, ça veut dire que on va montrer qu'il y a une borne. Pardon, c'est juste valeur absolue. Il y a une borne en termes d'une norme CK du polynôme P, et ici, bon, il se trouve qu'on va obtenir, il va suffire de 9 dérivés, ça encore, voilà. On va majorer en fait par la norme du polynôme P sur l'intervalle, du coup, je l'ai noté en bas. C'est ça la nouveauté. C'est que alors qu'avant, donc au départ, on a une forme linéaire qui est définie sur les polynômes. Avec les anciennes méthodes, on a une borne sur cette forme linéaire, mais qui ne permet pas de dire que c'est une distribution. Et avec la nouvelle méthode, on sait que c'est une distribution. Et ça suffit à démontrer la convergence forte. Enfin, ça, plus le fait que mu0 est une distribution, mais ça, c'est quelque chose qu'on sait déjà. Donc, ça et le fait que nu0 soit une distribution de support moins 2, 2. Ça va suffire à démontrer la convergence forte. Alors ça, je vais dire pourquoi. Parce qu'on écrit que l'espérance... Alors je vais rester peut-être avec la trace non normalisée. Oh, pardon, j'ai pas besoin. Donc j'ai un premier terme qui est ma loi de Keston-McKay, qui est une mesure en fait portée par moins 2, 2.
Après, j'ai mon terme d'ordre 0 qui est une distribution. Et puis après, en fait, j'ai juste besoin. J'ai le terme d'ordre avec le 1 sur n qui est en grand O. Voilà, c'est ça que va me dire la nouvelle information, c'est que le terme d'ordre 1 sur n, je peux le majorer par une norme, une certaine norme CK du polynôme sur l'intervalle un peu. Ça, c'est l'intervalle. On sait de toute façon que la mesure spectrale, elle est portée par cet intervalle. Donc ça, c'est nu0. Voilà, je vais utiliser la borne sur le reste et puis le fait que nu0, c'est une distribution de support moins de 2. Mais ça qui était connu avant, qui était déjà connu par Friedman ou probablement par plusieurs autres personnes. Donc une fois que je sais ça, l'intérêt d'avoir amélioré le reste, c'est que mon écriture qui était vraie pour des polynômes, je vais pouvoir prendre maintenant P, une fonction C infini à support compact. Donc tout ce que j'avais écrit pour des polynômes, je sais maintenant. Donc ce terme-là, maintenant, celui-ci, il a un sens par calcul fonctionnel. Donc c'est là que c'est intéressant d'avoir gardé en tête que j'avais des opérateurs auto-adjoints, c'est que je peux faire du calcul fonctionnel. Donc ce terme-là, il a un sens par calcul fonctionnel. Et puis le fait de savoir qu'on n'a que des distributions, ça donne un sens aussi à tous ces termes-là. Et du coup, pour montrer la convergence forte, je vais choisir une fonction test. Donc, je vais prendre un petit epsilon et je vais prendre une fonction test qui est nulle ici, ou peut-être epsilon sur 2, epsilon. Je vais prendre une fonction test qui est comme ça. Donc elle vaut 1. Voilà. Puis pareil de l'autre côté, je suppose. Donc elle s'annule sur un petit voisinage de l'intervalle. Donc je vais prendre h qui est identiquement égal à 0 sur moins 2, moins epsilon sur 2, 2 plus epsilon sur 2. Et puis h identiquement égal à 1 sur le complémentaire de moins 2, moins epsilon, 2 plus epsilon. Et puis peut-être pour me débarrasser de ma masse de Dirac, je vais quand même la prendre qui s'annule en X étoile. Il y a toujours un moment où il faut tuer la valeur propre triviale. Donc, dans l'article d'origine, en fait, ils font ça en raisonnant sur le complémentaire de l'espace propre trivial. Moi, je vais le faire en choisissant une fonction test qui s'annule à un ordre suffisant. Je la prends qui s'annule en la valeur propre triviale juste pour me débarrasser de ces masses de Dirac. Donc, pour une fonction test comme ça, ce terme-là vaut 0. Ces deux termes-là vaut 0. Et puis, ce terme-là, je vais pouvoir l'estimer. Ça va faire 1 sur n. Et puis, si je veux même garder trace de la dépendance en epsilon, une fonction comme ça, quand je prends 9 dérivés, il va sortir de epsilon à la puissance moins 9, si je veux essayer de garder trace de la dépendance en epsilon.
Donc ça me dit que l'espérance de la trace de cette fonction h en A sur racine de Q, c'est un grand O de epsilon puissance moins 9 sur n. Et puis ça, c'est plus grand que l'espérance du nombre de valeurs propres telles que, puisque j'ai choisi h qui vaut 1 en dehors de l'intervalle moins 2, moins epsilon, 2 plus epsilon. Alors, voilà, donc le nombre, en fait, on montre même plus que la convergence forte, on montre qu'en moyenne, le nombre de grandes valeurs propres, c'est un grand taux de 1 sur n. Et puis même si on voulait s'amuser à faire tant d'epsilon vers 0 en même temps que n, on pourrait dire de quelle manière. Alors, juste petite remarque qu'on avait déjà faite la dernière fois, comme j'ai pris une fonction test qui s'annule en la valeur propre triviale, là je triche très légèrement puisqu'il faudrait que je dise mon argument ne permet pas de dire qu'il n'y a pas de valeur propre très proche de la valeur propre triviale, mais on sait déjà depuis le début que juste par un argument de dénombrement, on sait déjà que là il y a un intervalle où il n'y a pas de valeur propre avec une très grande probabilité. Voilà, donc ça c'est la manière de, une fois qu'on a démontré que le reste est une distribution, c'est la manière de conclure. Ça c'est si on s'intéresse seulement à la convergence forte, ce qui était le but du cours, mais en fait il y a une version raffinée du théorème. On peut, voilà, c'est en faisant monter la valeur de grand R, on peut améliorer cet estimé. Donc là, c'est pour R arbitraire. Donc, en fait, ça reste vrai que le reste, c'est vrai à tout ordre, en fait, que le reste, c'est une distribution d'ordre. Alors. Alors, il faut faire un petit peu attention si vous vous amusez à comparer mes énoncés avec ceux de l'article d'origine, toujours à cause de ce décalage de 1 dans l'indexation du développement asymptotique. On trouve ça pour l'ordre de la distribution, c'est-à-dire 4R plus 9. Ça veut dire que le reste, en fait, peut se majorer grâce à 4R plus 9 dérivé de la fonction test. La preuve donne aussi, en fait, la même chose pour les mu R. Alors, mu R est une distribution. Alors, c'est par d'ordre. Ça fait 4R. Tout est décalé de 1 si on regarde. 4R plus simple. Si vous regardez l'article, vous verrez 4R plus 1, mais c'est à cause du décalage de 1. Et puis de support, a priori, le support, il est inclus dans moins x étoile, x étoile. Donc la preuve qui donne 1 donne aussi 2, enfin ça va ensemble. Alors ensuite, tant que petit r n'a pas dépassé la valeur critique, en fait le support de nu R. Alors nu R, c'est la partie où on a enlevé la masse de Dirac, puisque de toute façon, le delta R, on sait déjà que son support, c'est un singleton concentré en la valeur critique. Le support de nu R est inclus dans moins de 2.
Donc ce petit 3, il n'est pas nouveau, hein, c'est déjà connu de Friedman et peut-être d'autres. Ce qui est vraiment nouveau, c'est le 1 et le 2. Le fait que ça soit des distributions. Et puis, quand on dépasse la valeur critique, on a aussi une information sur le support d'annuaire. Donc, quand on a dépassé la valeur critique, mais qu'on reste en dessous de Q sur 2 moins 1, le support de NUR, il est inclus dans un intervalle qui va croissant avec R. Et le XR, c'est 2R plus 1 sur racine de Q plus racine de Q sur 2R plus 1. Et ça, c'est donc quand je raisonne avec les valeurs propres normalisées, ça veut dire que la valeur propre, il faut se souvenir que XR, c'est lambda sur racine de Q. Donc j'ai tout renormalisé le spectre par racine de Q. Donc le petit 4, c'est du bonus. Je vais dire ce que ça permet de savoir en plus. Bon, on commence à rentrer un peu dans les raffinements. Mais, donc d'une part, le 1, 2, 3, ça permet de renforcer un peu ce que je viens de dire. Tant que je reste en dessous de la valeur critique. Parce qu'en fait, l'argument que j'avais fait pour R égale 0, j'aurais pu en fait le faire jusqu'à R critique. Et j'aurais obtenu, ça m'aurait permis en fait d'améliorer la puissance de n que j'obtiens là. En fait, si pour R, tant que je reste en dessous de la valeur critique, finalement, l'argument que je viens de vous faire, il permet en fait de dire que l'espérance du nombre de mauvaises valeurs propres c'est grand O de epsilon. Alors, il faut que je modifie. Là, maintenant, la puissance qui va sortir, c'est 4R plus 9. Alors, la puissance de epsilon est devenue pire, mais par contre, j'ai amélioré là, la puissance de n. Donc, par exemple, à epsilon fixé, j'ai gagné en puissance de n. Ça, je peux le faire tant que je reste en dessous de la valeur critique, parce que j'ai besoin de savoir que mes distributions, elles sont de support dans moins 2, 2. Et le 4, alors qu'est-ce que ça apporte ? Donc j'ai mon intervalle spectral là renormalisé. Et puis j'ai ces valeurs XR qui sont ici, hein, j'ai un nombre fini de valeurs, XR plus 1. J'ai un nombre fini de valeurs comme ça entre 2 et X étoiles. Et ce que je peux faire, je peux reprendre encore le même argument, mais maintenant je vais prendre une fonction test
qui est, alors que je ne dise pas de bêtises, je vais prendre une fonction test qui va s'annuler, mais jusqu'à XR, ou un petit peu au-delà. Il faut toujours que j'introduise un petit epsilon. Donc je vais reprendre mon idée de choisir une bonne fonction test. Mais cette fois-ci, je la prends nulle sur un intervalle un peu plus grand. Et puis, elle va valoir 1. Et puis, par contre, il faut toujours qu'elle s'annule en la valeur propre triviale pour tuer les masses de Dirac. Donc, je vais prendre une fonction test. Et puis, la même chose de l'autre côté. Je vais faire quelque chose comme ça. Donc, je vais prendre H nul sur moins XR moins epsilon sur 2, XR plus epsilon sur 2. Et puis H qui vaut 1 sur moins XR moins epsilon, XR plus epsilon, sauf que je lui demande quand même de redescendre ici pour s'annuler en la valeur propre triviale. Et ce que ça me donne, toujours, là du coup maintenant je vais utiliser, voilà du coup dans mon développement, je crois que j'ai plus mon développement, mais ça veut dire que nu R de H vaut 0. Quand j'applique ma distribution nu R à H, je trouve 0. Et si je ne dis pas de bêtises, ça va me montrer... Ça dit que l'espérance... Bon, là, c'est vraiment... On commence à rentrer un petit peu dans des versions très raffinées de la méthode. En fait, ça me dit que si j'élargis un peu mon intervalle, au lieu de prendre un moins de 2, je prends moins XR, XR, je peux encore faire descendre la puissance de n ici. Alors, ouais, ça fait... Peut-être ici, c'était plus 1. Oui, c'est ça, parce que quand j'avais fait R égale 0, c'était grand O de 1 sur n, donc ici, c'était plus 1. Donc en fait, même borne que précédemment, mais pour un intervalle plus grand. Et ça, c'est... Voilà. Ça, je peux le faire pour... je peux le faire pour R plus grand que la valeur critique et plus petit que Q sur 2 moins 1. Parce que de toute façon, après cette valeur-là, le XR il se retrouve en dehors de l'intervalle spectral. Donc ça veut dire que bon, il y a des espèces de paliers en fait qui sont ces valeurs XR. Donc la probabilité en fait de trouver une valeur propre ici, ou l'espérance du nombre de valeurs propres ici, en fait ça décroît un petit peu par palier. C'est en 1 sur n à une certaine puissance et la puissance suit des paliers comme ça. Et en fait, ces puissances-là, on peut même vérifier qu'elles sont optimales parce qu'on peut exhiber dans chacun de ces intervalles, en fait, on peut exhiber des graphes pour lesquels cette borne est vraiment atteinte. Donc, la méthode d'obtention de la borne, en fait, est assez optimale. Ah oui, une remarque aussi qui est importante, c'est que dans la méthode de Friedman, si on voulait montrer la convergence spectrale forte, il fallait à un moment enlever certains graphes, les tangles. Je n'ai pas eu le temps de dire complètement en détail comment on faisait. Ici, je n'ai pas du tout besoin de faire ça. Il n'y a aucun moment, c'est vraiment là qu'on gagne énormément, parce qu'il y a
Il y a quand même déjà beaucoup de détails qui sont préliminaires qui sont faits dans Friedman, mais là, on gagne vraiment toute la partie où on enlève les mauvais graphes. Là, il n'est pas du tout question de ça dans cette méthode. Alors, ce que je vais d'abord faire, c'est pas très long après de démontrer tout ça, ce que je vais d'abord faire, c'est de montrer l'assertion sur le support. En supposant qu'on sache que ce sont des distributions, je vais vous montrer l'assertion 3 et 4 sur le support. Donc en supposant qu'on sache déjà que ce sont des distributions. Alors je vais admettre une caractérisation du support des distributions qui est que si on sait qu'on a une distribution à support compact, alors dans les notations françaises, je ne sais pas si c'est des notations internationales, hein, les distributions à support compact, c'est ce qui s'appelle E'. Donc si je sais que j'ai une distribution à support compact, je peux calculer ces moments. Donc je peux évaluer la distribution sur la fonction x à la puissance, on va dire grand L. Et je peux regarder la limite sup je prends les moments de si je sais a priori que la distribution à support compact, je peux l'évaluer en x puissance L, et je prends nu de x puissance L à la puissance 1 sur L, et on l'appelle ρ la limite sup. Alors, le support de nu est inclus dans moins ρ. On va admettre ça, et on va voir que ça s'applique directement. Étant donné ce qu'on sait déjà sur les nuaires, on n'a plus grand-chose à faire pour... Donc en admettant ça, la preuve de... Je vais démontrer 4, et puis pour 2, c'est la même chose en changeant juste... Alors si je veux évaluer... Donc ça veut dire qu'il faut que j'évalue nuaire en polynôme x à la puissance L, et on a déjà des bornes sur les coefficients de... En fait, on a des bornes sur les coefficients de nuaire dans la base des polynômes de Chebyshev. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais développer le polynôme x puissance L. Je vais le développer dans la base des polynômes de Chebyshev, donc les polynômes tout à l'heure qui s'appelaient TL. Il y a certains coefficients, je vais les appeler... Donc je réexprime les monômes XL dans la base. Donc ça, c'est les coefficients. Alors je pourrais les calculer, hein, ces coefficients, c'est juste appliquer la formule du binôme, mais en fait, je vais même éviter de le faire. Je vais juste me souvenir qu'en fait,
TL, il est défini, comme j'avais dit tout à l'heure, il est défini par cette identité-là. Et je vais utiliser... On connaît déjà des choses hein, sur la distribution NUR, puisque ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que NUR de XL, c'est majoré par la somme. Je vais peut-être utiliser le fait que ces coefficients soient positifs. Je pense que c'est la seule chose que je vais utiliser. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce qu'on sait, c'est que la distribution NUR, on a une majoration de ce type-là. Et puis j'ai une partie polynomiale qui ne va pas trop me gêner et qui est peut-être quelque chose comme ça. Alors évidemment, quand je développe x puissance grand L dans les polynômes de Chebyshev, de toute façon, la somme, elle va que jusqu'à grand L. Ce qui fait que de toute façon, ce terme polynomial, hein, je peux le sortir. Alors, est-ce que je vais vérifier que j'ai bien mis ma puissance. Non, ici, il n'y avait pas le sur 2. Donc ça, c'est ma majoration, mais ça ne me coûte rien de rajouter un terme en plus, juste pour faire apparaître une identité remarquable. Puisque d'accord, ça c'est le terme qui vient de ma majoration là, et puis celui-là, je le rajoute je le rajoute pour pouvoir faire apparaître, pour pouvoir dire que ça c'était L de 2R plus 1 sur racine de Q plus racine de Q sur 2R plus 1. D'accord, et donc ça, là, du coup, c'est fini parce que ça fait. Est-ce que j'ai toujours. Voilà, il se trouve que cette quantité-là qui est apparue, c'est exactement celle que j'avais appelée XR. Et ça, c'est exactement XR à la puissance grand L. Juste, s'il se trouve que, voilà, par chance, j'ai toujours la définition à côté. Et donc, ça me montre exactement ce que je voulais, c'est que la limite sup de NUR de XL à la puissance 1 sur L est plus petit que X puissance R. Et pour la preuve du 3, c'est la même chose, sauf que je n'ai pas ces coefficients-là, donc j'obtiens le support par la même preuve. On obtient que le support de NUR est inclus dans moins 2 si R est plus petit que R critique. Parce que j'ai plus ces coefficients qui croissent exponentiellement vite. Voilà, alors il reste maintenant à montrer le fait que le petit 1 et le petit 2, le fait que les coefficients sont en fait des distributions. Normalement, c'est assez court. En fait, on va utiliser des choses qui étaient évidentes, mais qui avaient complètement disparu dans l'analyse de Friedman. Donc la première chose, c'est que
la première chose qu'on va utiliser, c'est que trace, si je prends un polynôme en A, ou en A sur racine de Q, c'est une fraction rationnelle, non, l'espérance, pardon, est une fraction rationnelle en 1 sur n. Ça, on l'a vu depuis le départ, mais on l'avait un petit peu oublié parce qu'on avait toujours remplacé cette fraction rationnelle par son développement limité. Et on va se souvenir de ça. Hein, donc, si je vous rappelle ce qu'on sait, alors on l'avait vu avec la matrice de Hashimoto. Alors c'est peut-être pour cette assertion-là où il faut mieux prendre la trace normalisée parce que... Bon, on va voir. Ça dépend. En fait, ce qu'on avait vu, c'est que si je fais trace de la matrice de Hashimoto à la puissance L et que je prends l'espérance, si vous vous souvenez des calculs, de la formule qu'on avait trouvée, en fait, on avait même une formule explicite hein, quand on calcule l'espérance du nombre d'apparitions d'un sous-graphe et sans tout réécrire, la formule qu'on avait trouvée, c'était que on pouvait toujours écrire ça. C'était toujours le même. Au dénominateur, il y avait toujours le même polynôme en 1 sur n qui sortait. Et puis, il y avait des... C'était des choses comme ça. Et alors, ce qu'on va utiliser, c'est que... Donc, au dénominateur, c'est toujours le même polynôme qui sort, QL. C'est... alors que je ne dise pas de bêtises, c'est 1 moins x, 1 moins 3x, 1 moins 2L moins 1 sur x. Et puis en haut, on avait aussi des polynômes assez explicites, mais on va juste dire qu'ils sont de degré inférieur. Je pourrais l'appeler PL. Inférieur à L. Ouais. Donc ça fait que quand je fais avec la matrice d'adjacence, alors si vous vous souvenez, il y a une relation entre le spectre de la matrice d'adjacence et celui de la matrice de Hashimoto. Ça, c'est le... là, je vais peut-être lui mettre un 1 sur racine. Voilà, on va faire ça. Sur racine de Q à la puissance L. Bon, je vais vous écrire juste la relation. Ça fait, en fait, même avant de prendre l'espérance, on a une relation comme ça. Je ne vais pas, pour l'instant pas prendre l'espérance. On trace de A sur racine de Q à la puissance L. Je peux l'écrire comme ça. Et ça, si vous vous souvenez, je vais juste vous dire le résultat final parce qu'on avait déjà fait plusieurs fois les calculs intermédiaires. Ça fait somme pour L allant de 0 à grand L. Il y a des coefficients binomiaux qui sortent. Il faut que L soit congru à grand L modulo 2.
Et puis là, on a trace de la matrice de Hashimoto à la puissance L. Et moins, en fait, la seule différence entre le spectre de la matrice d'adjacence et celui de la matrice de Hashimoto, c'est les valeurs propres topologiques. Donc là, je vais les soustraire. Et, sauf erreur de ma part, on a un terme comme ça. Donc ça, c'est la relation entre les deux traces. Voilà, ce qui fait que quand on a une formule qui concerne la trace de B puissance L, on peut directement la transformer en une formule sur la trace de A à la puissance L. Voilà, ce qui fait de la conclusion. Alors là, je vais peut-être l'écrire. Je ne sais pas, comme d'habitude, comme je suis au tableau, je ne vois plus les détails, mais je vais écrire les choses avec la trace normalisée à cause de ce grand N là qui se rajoute. Mais je ne suis plus sûr que ça soit nécessaire de faire ça. Ce qui est important de savoir, bon après ça ne va pas changer grand-chose, mais donc là je vais l'écrire avec la trace normalisée. J'ai toujours un certain polynôme et il est peut-être de degré L plus 1. J'ai peut-être perdu 1 à cause de ce terme en plus, mais ça n'a pas énormément d'importance. Et puis en bas, j'ai toujours le même polynôme QL de 1 sur ND. Et ça, du coup, ce qui est important, c'est de savoir que si P, donc si H est un polynôme de degré inférieur à L, et que je fais l'espérance de la trace normalisée de H de A à la puissance L, ce qu'on va utiliser, c'est que c'est toujours de la même forme, c'est toujours une fraction rationnelle, avec un numérateur qui dépend, qui est une certaine forme linéaire, qui dépend linéairement de H. Et puis au dénominateur, j'ai toujours le même polynôme. Et la seule chose qu'en fait qu'on va utiliser, ces phi h là ne sont pas très explicites dans la méthode polynomiale. On va juste utiliser que phi h est de degré, c'est un polynôme de degré, on va dire, plus petit que L plus 1. Et puis cette fraction rationnelle, je vais l'appeler psi indice H. Par contre, sur QL, on va quand même se souvenir, on va garder un petit peu d'informations sur QL. Il ne dépend pas de H, et puis on va avoir besoin de se souvenir de l'expression juste pour avoir des estimés de son comportement en zéro. Voilà, donc c'est essentiellement ça qu'on va utiliser dans la formule polynomiale. Alors, le petit b, donc, deuxième chose, donc, comme j'ai dit, en fait, on utilise des choses qu'on savait depuis le début, mais qu'on avait, à force de partir dans des complications, d'essayer de comprendre de manière très explicite les coefficients des développements limités, on a un peu perdu de vue ces informations-là qu'on savait depuis le début. La deuxième chose qui est évidente, c'est qu'on a une borne évidente en fait, cette fraction rationnelle, psi h, on a une borne évidente sur sa valeur. Donc une fraction rationnelle, ça peut être défini sur tout le plan complexe, moins les pôles. Mais là, on va utiliser le fait que, aux inverses des entiers, on a une borne évidente sur les valeurs de cette fraction rationnelle. Pourquoi ?
Simplement parce que c'est égal à l'espérance de la trace normalisée de h du coup, oui, je l'ai défini comme ça. Bon, je vais peut-être garder, bon là ça va plus trop avoir d'importance le fait de normaliser ou non les valeurs propres, mais peut-être pour rester cohérent, je vais continuer à raisonner avec la matrice d'adjacence normalisée. C'est pas tellement, à partir de ce stade, ça n'a plus tellement d'importance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça c'est donc là, on va utiliser le fait que c'est un opérateur auto-adjoint et que donc, le h de a sur racine de q est défini par calcul fonctionnel pour dire qu'en fait, toutes les valeurs propres. Donc en fait, la norme, on va utiliser le fait que la norme de h de a sur racine de q, la norme opérateur, est plus petite que la. C'est plus petit en fait que le sup des h de x. Et là, je suis x dans moins x étoile, x étoile. J'utilise donc cette norme opérateur me donne une borne sur les valeurs propres et du coup ça me dit que ça c'est aussi plus petit que la norme de h C0 sur moins x étoile, x étoile. Et c'est de là, en fait, c'est de cette borne-là que tout le reste va découler. C'est le fait d'utiliser. Donc, en fait, dans notre développement limité, chaque coefficient est très compliqué et pas facile à estimer, mais quand on les remet ensemble, comme c'est la trace de h de a sur racine de q, quand on les remet ensemble, en fait, on a cette borne au départ. Et c'est ça qu'on va essayer d'exploiter. Alors ensuite, on utilise, ça je ne vais pas les démontrer, on va utiliser des inégalités sur les polynômes qui sont dues aux frères Markov. C'est là que là il y a quelque chose de non trivial qui est caché, mais je vais admettre. Alors, les Markov, le plus connu, c'est Andrei Markov, c'est celui qui a fait la théorie des processus stochastiques, mais en fait, il y a aussi un frère, je crois que c'est Vladimir, il me semble, et les deux étaient mathématiciens, et il y a un certain nombre de résultats qu'ils ont fait ensemble. Et là, on va utiliser la chose suivante. C'est que si on a un polynôme de degré L, enfin il n'y a plus. Sa dérivée d'ordre M, on se place sur un intervalle, on va toujours se placer sur un. Ah, peut-être ce que j'aurais dû dire quand même. Ah oui, avant de faire ça, j'aurais dû dire que, en fait, aussi, une des choses qu'on a un petit peu oubliées depuis le départ, c'est qu'on a toujours fait un développement de cette quantité-là en puissance de 1 sur n, mais comme c'est une fraction rationnelle, on sait que le développement, c'est rien d'autre que le développement de Taylor. Donc en fait, le développement qu'on fait depuis le départ, c'est rien d'autre que le développement de Taylor de cette fraction rationnelle. Il y a des factoriels dans la formule. Donc en fait, j'ai la formule de Taylor. C'est la dérivée
RIM, en fait, les coefficients qui sortent, c'est les dérivés en 0. Quand je fais le développement en puissance de 1 sur n, les coefficients sont les dérivés en 0 de cette fraction rationnelle. Et puis le reste, par exemple, je peux l'écrire avec Taylor avec reste intégral, par exemple. Alors je vais tout mettre à l'ordre. C'est quelque chose comme ça. Donc ce que j'ai appelé cette quantité-là, finalement, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure. Il y a peut-être ce décalage de 1, parce que maintenant, je suis en train plutôt de raisonner avec la trace normalisée. Mais ça, c'est ce que j'ai appelé delta, peut-être R-1 de H, plus nu R-1 de H. Donc les choses compliquées que j'étudie depuis le début, je peux aussi dire que ce sont les dérivés en 0 de cette fraction rationnelle. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, pour majorer, ce qui nous reste à faire, c'est d'arriver à majorer ces quantités-là avec une bonne norme de H. Ça revient à majorer les dérivés de cette fraction rationnelle en 0, ou pour le reste, on a besoin pas uniquement de 0, mais d'un petit voisinage de 0. Donc on a besoin de majorer les dérivés de psi h alors essentiellement en 0, mais pour le reste, on a besoin de 0, 1 sur n. Donc sur un petit intervalle, et il faut que voilà, A arbitrairement petit. Et donc on va utiliser maintenant des choses, des inégalités connues sur les polynômes. Quand j'ai un polynôme de degré L, la première inégalité, donc c'est le résultat des frères Markov, me dit que je peux majorer sa dérivée d'ordre m sur 0a par sa dérivée par h. Voilà, en fait, la dérivée d'ordre m est contrôlée par h elle-même. Alors, le fait qu'il y ait une inégalité comme ça, c'est évident, c'est parce que je suis sur un espace vectoriel de dimension finie et je suis en train de comparer deux normes. Donc, deux normes sont toujours comparables. Donc, le fait que je puisse contrôler les dérivés du polynôme par le polynôme lui-même, ça c'est évident, mais ce qui est important, en fait, c'est de savoir quelle est la constante qui va sortir. Et là, dans le résultat des frères Markov, bon, il y a cette double factorielle, mais ce qui est important, c'est surtout comment ça dépend du degré. C'est surtout ce terme-là qui est important, c'est la dépendance en degré. Et il y a une adaptation pour des fractions rationnelles. Qui est faite dans l'article de Chen, Garza, Varga, Trop, Van Handel, mais une fois qu'on le sait pour les polynômes, en fait, on dérive juste le numérateur et le dénominateur. Donc maintenant, au lieu d'avoir... maintenant, j'ai une fraction rationnelle qui est psi, qui est un quotient de deux polynômes, f sur g, fg qui sont deux polynômes de degré plus petit que L. Alors dans cette version-là, il faut savoir que le numérateur ne s'annule pas sur 0a. Donc, que le dénominateur. Donc on a une hypothèse qui nous assure que
le dénominateur n'explose pas trop proche de 0. Donc on a une valeur C, voilà, finie comme ça. Et l'adaptation, c'est la suivante, c'est que la dérivée d'ordre m de psi sur 0a, bon, c'est pareil, elle est contrôlée par les valeurs de psi. Donc on contrôle les dérivées d'ordre m par la fonction elle-même, et il y a un petit changement dans la constante, mais c'est quelque chose comme ça qui sort. Et encore une fois, ce qui est important ici, c'est le fait que ça soit polynomial en degrés. Donc ça, c'est la première chose, c'est que voilà, quand on a des fractions rationnelles ou des polynômes, si on sait contrôler les valeurs et le degré, ben on peut aussi contrôler les dérivées. Et là, on y est presque, sauf que en fait, notre fraction rationnelle, on ne sait pas contrôler exactement toutes ces valeurs, on sait juste contrôler ces valeurs aux entiers, aux inverses d'entiers. Donc c'est ce que le théorème suivant va nous permettre de se restreindre aux valeurs de la fraction rationnelle aux inverses d'entiers. Alors c'est pareil, on a un polynôme de degré au plus L. Et maintenant, on a un sous-ensemble de 0A, qui peut être un sous-ensemble fini, mais on demande qu'il soit suffisamment dense en un certain sens. Alors, on va supposer que 0A est inclus dans un petit voisinage de I de taille alors moins A sur 4L carré et A sur 4L carré. Donc ça dit que I il est epsilon dense dans 0A. Avec epsilon, c'est A sur 4L carré, ou peut-être A sur 2L carré. Tout point de 0A est suffisamment proche d'un point de I. Et là, l'énoncé nous dit que la valeur du polynôme sur tout l'intervalle est contrôlée par les valeurs. Alors apparemment, la constante qui sort, c'est 2. Donc I, ça peut être, dans notre cas, ça va être un ensemble fini, mais qui contient quand même suffisamment de points pour être assez dense dans l'intervalle. Et là encore, on est en train de comparer deux normes sur un espace vectoriel de dimension finie. Et l'énoncé nous dit comment les comparer avec une constante explicite. Alors en fait, on va appliquer ça. Alors on va prendre. Donc notre I, ça sera les inverses des entiers. Et il suffit de prendre n assez grand. Alors ces points-là, ils sont espacés. Ces points-là, quand je prends n plus grand que le grand m, ils vont être espacés d'O plus 1 sur m plus 1. Et donc ça, je vais prendre en fait les relations entre les différentes quantités. Alors on va prendre A égale 1 sur m.
Et pour que tous les paramètres s'adaptent bien, en fait, je vais vouloir que A sur 2L carré soit, qu'est-ce que je dis, plus grand que 1 sur m plus 1. Et ça, c'est 1 sur m. Donc, on va choisir le grand M, en fait, il va être lié au degré du polynôme. Donc, je vais prendre m plus 1. Et puis, pour moi, en fait, là, comme si je ne dis pas de bêtises, en fait, mon polynôme du numérateur, je pense que son degré, ce n'est pas grand L, mais grand L plus 1. Je vais remplacer partout grand L par grand L plus 1. Donc, cet énoncé est vrai pour L, mais je pense que quand je vais l'appliquer, mon numérateur il est de degré L plus 1, donc partout, au lieu de. Je vais appliquer cet énoncé-là, mais en remplaçant L par L plus 1. Donc là, c'est L plus 1. Donc pour être dans les conditions d'application là, de ce théorème, je vais prendre m plus grand que 2L plus 1. Et si je mets tout ensemble, en fait, je recopie en fait ces théorèmes généraux, mais avec ce jeu particulier de paramètres, ça me dit que la dérivée de psi h d'ordre m sur 0, 1 sur 2, L plus 1 au carré, c'est plus petit que factoriel m 10c sur L plus 1 à la puissance 4. En fait, tout à l'heure, j'avais L plus 1 carré sur A, mais vu la valeur de A, enfin, quand je compare toutes les valeurs, là, le 2 devient 4 fois m, à puissance m, sup des psi h de 1 sur n pour n plus grand que 1 sur 2 L plus 1 au carré. Et C, comme je suis en train d'appliquer l'énoncé à une fraction rationnelle, C, il faut se souvenir ce que c'était C, c'était celui-là, c'était celui qui venait du comportement du numérateur, du dénominateur près de 0. Alors, A, c'est 1 sur M, qui est lui-même et puis nous. Et QL, alors, QL, c'était ce polynôme-là. Alors, évidemment, il ne s'annule pas en 0, mais en fait, même si x et y restent très très proches de 0, en fait, aucun de ces termes, tous ces termes restent loin de 0. Et si je fais une petite étude pas très compliquée, je vais voir que je peux prendre C, ça n'a pas vraiment aucune importance, mais je pense qu'on peut prendre C. On peut prendre, il y a une valeur explicite, je crois que c'est C. Je crois qu'on peut prendre racine de 2 exponent. On peut prendre cette valeur-là, par exemple. Donc on a un polynôme qui, de manière évidente, ne s'annule pas en 0. Et là, je suis en train de dire que sur un tout petit intervalle proche de 0, je peux contrôler ces valeurs. Donc c'est le C qui va se mettre ici. Alors je crois qu'en fait, une fois qu'on a fait ça, c'est à peu près fini.
puisque voilà, ça, je sais. Je suis en train de dire que ma fraction rationnelle, je peux contrôler ses dérivées très proches de 0 par ces valeurs aux inverses d'entiers, dont je sais j'ai la borne évidente que j'ai énoncée. Enfin, oui, c'est presque fini. Voilà, ça, on sait que c'est plus petit. Alors, essentiellement, donc il y a des constantes à la puissance m. Ce qui est important, c'est le L plus 1 puissance 4m. Et ça, j'avais vu que c'était plus petit que h, le sub de h sur moins x étoile, x étoile. D'accord? Et ça me contrôle en fait toutes mes. Donc en fait, ce que j'obtiens, c'est que, donc si je prends m égale r, alors là j'ai ce décalage nu r de ce que j'avais appelé nu r de h. Je peux le contrôler. Alors, ça va faire du L plus 1 à la puissance 4 R plus 1 fois le sub de H. Et ça, c'est pour tout H, polynôme de degré plus petit que L. Avec une constante peut-être qui dépend de R. J'ai presque fini. En fait, voilà, j'ai une forme linéaire sur les polynômes. Je sais qu'elle est bornée par une puissance. En fait, ce qui est vraiment important ici, c'est d'avoir une puissance de L, alors que par la méthode de Friedman, on avait une exponentielle L. Et ici, voilà, donc j'ai presque fini. Il faut juste modifier un peu cet énoncé pour... Au lieu d'avoir une puissance du degré fois la norme C0, il faut que je fasse sortir une norme CK. Donc il y a un petit lemme. Ceci implique qu'on peut aussi dire que nu R de H, nu R de H, plus petit que une autre constante. Et en fait, au lieu d'avoir, on peut modifier cet énoncé en disant qu'au lieu d'avoir une puissance du degré fois la norme C0, je peux avoir la norme, je pense que du coup, je perds une. Cette estimée-là, on l'a reconvertie en quelque chose qui fait intervenir une norme CK. C'est ce qu'on voulait, ça conclut vraiment la preuve du théorème. Et comment on fait ça? Alors, on réutilise encore les polynômes de Chebyshev. Ça m'a intriguée. Je me suis demandé s'il y avait une raison pour laquelle les polynômes de Chebyshev apparaissaient à plusieurs endroits. Dans l'article, il se trouve que dans l'article de Chen, Gersavarga, Trost, Van Handel, ils commentent ça, ils disent qu'ils pensent que ça n'a rien à voir. C'est juste... Ils sortent un peu partout ces polynômes de Chebyshev, mais l'utilisation des polynômes de Chebyshev dans ce lemme-là n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient apparus à un autre endroit dans la preuve. La preuve, c'est que, en fait, ce que je vais faire, c'est que mon polynôme, je vais le développer dans la base des polynômes de Chebyshev, mais avec une normalisation un peu différente de tout à l'heure. Je vais écrire que H comment je vais l'écrire alors que je ne me trompe pas. Non, je vais l'écrire comme ça. Mon polynôme H de x, je vais le développer
dans la base des polynômes de Tchebyshev, mais normalisés cette fois-ci par 2x sur x étoile. Autrement dit, ça veut dire que si je prends h de x étoile cos θ, ça fait AL, et puis la manière dont j'avais normalisé les polynômes de Tchebyshev, ça fait cos Lθ. Autrement dit, ça veut dire que la fonction h de x étoile cos θ, je fais une décomposition de Fourier, en fait. Et ma borne, en fait, est en train de me dire que nu r de h, en fait, je sais que nu r de h est plus petit que la somme des L plus 1 à la puissance 4R plus 1 fois AL. Ça, c'est cette hypothèse-là. Et après, c'est de l'analyse de... En fait, j'ai une fonction que j'ai développée dans une base de Fourier. Et après, l'exercice, c'est de montrer que si je prends maintenant la somme des coefficients de Fourier fois L plus 1 à une certaine puissance, ça, je vais pouvoir le majorer par la norme de H. Et je pense qu'on perd une puissance. Donc en fait, voilà, ce passage par les polynômes de Tchebyshev, ils permettent de dire qu'une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait majorer nu r de h par le degré à une certaine puissance fois la norme C0, je peux reconvertir ça en une borne sur les normes, avec des normes CK, et ça termine vraiment complètement la preuve. Alors bon, ça va être l'heure de s'arrêter. Je voulais faire une remarque, mais je la ferai la prochaine fois. La manière dont, là, c'est vraiment la présentation du premier article de Chen, Garza-Vargas, Trop, Van Handel, où on a vraiment utilisé de manière cruciale le fait que ψh soit une fraction rationnelle. En fait, ce qui a été remarqué, alors je ne sais pas qui l'a remarqué en premier, mais c'est apparu dans l'article de Maggie, Pouder, Van Handel cette année 2020, enfin non, du coup l'année dernière 2025. On n'a pas tout à fait besoin que ça soit des fractions rationnelles. On a en fait besoin de savoir, alors du coup, on a besoin de savoir que quand on fait les développements limités, les coefficients qui sortent sont à peu près raisonnables, c'est-à-dire qu'on est dans une classe Gevrey. Et ça, c'est quelque chose, une fois qu'on sait qu'il y a un développement limité, quitte à transpirer un petit peu, en fait, on peut toujours espérer majorer les coefficients. Donc ça, j'expliquerai un petit peu ça la prochaine fois, qu'en fait, on n'a pas tout à fait besoin que les ψh soient exactement des fractions rationnelles. On a besoin de savoir que le développement asymptotique a des coefficients à peu près raisonnables. Et ça, c'est utile, par exemple, quand on veut transposer ces méthodes à des études de surface hyperbolique aléatoire. Au départ, je pensais que je ferais aussi cette année le cas des surfaces hyperboliques aléatoires, mais j'en parlerai soit pas du tout, soit très très peu. Donc voilà, la prochaine fois, je ferai cette remarque, et puis je parlerai cette fois-ci pour de bon de l'article je ferai un petit flashback et je reviendrai à un article de matrice aléatoire de Hagrup et Thorn-Bjørnsen, dont qui montre, qui est peut-être le premier article qui montre la convergence forte pour des matrices aléatoires. Et il y a une partie de la preuve en fait qui est un petit peu commune avec celle-là, dont je voudrais parler un peu de cet article pour qu'on voit le point commun. Voilà, je vous remercie et à la semaine prochaine.